Olivier de Robert, conteur à l'écrit et à l'oral, avec Univisuel pour le projet Personnalité ariégeoise. Bonjour à tous, bienvenue donc dans un nouvel épisode de Personnalité ariégeoise. Aujourd'hui, on se retrouve avec Olivier de Robert. Bonjour Olivier. Bonjour. Tu es donc écrivain et conteur. Plutôt Oui. Conteur et écrivain. Oui, peut-être qu'il faudrait le dire dans cet ordre, c'est vrai. J'ai fini par devenir conteur, par hasard et par passion peut-être aussi, je ne sais pas trop. Il faudrait explorer ça si on a le temps. Et puis on m'a demandé d'écrire, voilà. Et donc j'ai écrit une dizaine de bouquins, donc on peut rajouter écrivain. Ouais. Ouais. Mais Oui, d'abord oui. conteur, c'est vraiment la naissance de ta vie professionnelle, on va dire. Oui, mais de toute façon, je crois qu'un écrivain est un conteur, et c'est quelqu'un qui raconte une histoire. Il le fait à l'écrit, mais moi, c'est vrai que j'ai besoin de passer d'abord par les gens, Ouais. voilà, et donc par le fait de raconter des histoires à des gens avant de les poser par écrit. J'ai quand même besoin de ça, oui. Ton dernier livre, La dernière danse de l'ours, ici, tu as écrit une dizaine de livres, une dizaine de romans. Non, pas de roman. De roman, c'est le deuxième. D'accord, Et donc une c'était dizaine de des livres. livres. Ouais, j'ai fait des livres de contes, j'ai fait des livres de nouvelles, j'ai fait des livres d'histoire, puisque j'ai une formation d'historien aussi. Et là, c'est le deuxième roman, et je crois que c'est le premier livre que j'écris de mon propre chef, de ma propre volonté, parce que comme j'étais conteur, des éditeurs m'ont demandé d'écrire des livres de contes, etc. Ce que j'ai fait avec plaisir. Mais c'était pas mon souhait. C'était pas une initiative personnelle. Non, pas du tout. Et donc là, c'est le premier Pas du livre, tout. donc La dernière danse de l'ours, qu'on retrouve aux éditions De Boré. de Boré. Ouais, Voilà. ouais. Très bel éditeur de Clermont-Ferrand, Ouais. qui m'a fait confiance sur ce projet-là. C'est vraiment le livre que j'avais envie d'écrire, peut-être sans même le savoir. La création littéraire est très particulière, suivant, je crois, les gens qui écrivent. Moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, j'avais besoin de l'écrire, je l'ai fait, à la limite, sans même savoir si j'allais l'éditer ou pas. Voilà. On reviendra après hein, sur l'écriture, mais on va d'abord s'intéresser sur le conte. Tu es conteur, mais qu'est-ce qu'un conteur? C'est un gars ou une fille bien sûr, qui raconte des histoires. À partir du moment où on prend la parole pour raconter une histoire, quelle qu'elle soit, pour moi, on est conteur. Voilà. À condition de raconter cette histoire à quelqu'un. Voilà. De pas la raconter pour soi-même. Voilà. C'est ça la clé. Alors évidemment, dans ces conteurs, on peut faire du conte traditionnel qui s'appuie sur la tradition orale, les bons vieux contes, du Chaperon Rouge jusqu'aux autres, hein, voilà, qu'on visite, qu'on revisite, qu'on change, qu'on transforme, qu'on respecte ou pas. Chacun a sa liberté, évidemment. Comme on peut faire d'autres choses. Moi, je fais du conte traditionnel, mais je fais aussi des récits historiques. Et je fais des créations inclassables. D'accord. Souvent, on me dit « Ah, mais c'est pas du conte ce que tu fais !» Ça, c'est mes collègues conteurs qui me disent souvent ça. « Ah, c'est pas du conte !» De fait, je m'autorise toutes les libertés. Quand je raconte des histoires, j'ai le droit. J'ai tous les droits. Voilà. Donc j'ai le droit de faire rire, j'ai le droit de faire pleurer, j'ai le droit de raconter des choses vraies, pas vraies, de mélanger les deux, voilà. Je m'autorise toutes les libertés. Parce qu'aujourd'hui, donc, tu es conteur, mais tu fais des scènes. Hein. On Oui, peut te oui. retrouver dans des festivals, on peut te partout, retrouver. oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Partout. Partout. En Ariège Partout. Non, partout dans la francophonie. Ah oui. C'est même au-delà. C'est-à-dire que j'ai commencé en Ariège il y a... Ah mon Dieu, il y a plus de 30 ans quand même. T'es vieilli, c'est ça? Ouais, ça me fout un coup de vieux quand même. Et oui, mais tu peux peut-être... J'ai commencé, t'étais pas né quand même. Ah oui. J'ai commencé à faire du conte traditionnel parce que j'étais accompagnateur en montagne. Ouais. Et en fait, c'est un boulot où on marche peu et où on parle beaucoup. Ça, c'est un secret que gardent les accompagnateurs en montagne, mais les gens qu'on amène en montagne, qu'ils me pardonnent s'ils nous voient, ne sont pas des gros marcheurs.
Oui. Alors il faut s'arrêter souvent. Il faut les faire rêver, il Et faut oui, raconter des histoires. Voilà, il faut animer, voilà. Il faut animer, faut voilà, donner, la randonnée. de l'âme, quoi. Et c'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier. Oui, 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 clairement. 18 ans, donc tu arrives en Ariège, Ouais. tu deviens accompagnateur en montagne, Oui. c'est bien cela. Oui. Ce qui t'amène à raconter des histoires. Oui. Et tu m'as dit, en préparant l'interview, Oui. que tu connaissais pas grand-chose de l'Ariège et en fait tes histoires étaient rapidement limitées. Et donc tu as voulu faire des études d'historien, Ouais. notamment dans le médiéval, pour pouvoir mieux préparer, mieux organiser tes randonnées et Oui. pour éviter de raconter trop de conneries. Voilà, exactement. Oui, Et oui. c'est comme ça qu'est né, en fait, tu as jonglé entre l'accompagnateur en montagne, les études d'historien, Oui, et au final, tout ça t'a amené Et à tout- devenir conteur. exactement, en fait. C'est bien résumé. Oui, c'est tout à fait Ouais, ça, c'est ça. bravo. Ouais. Je te prends comme relation presse. Parfait. Parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que je pense que j'étais fait pour faire ce que je fais. Mais comme tout le monde, il a fallu du temps avant que ça structure. Eh oui. Et quand on est jeune, tu ne le sais pas encore, mais tu le sauras plus tard, quand tu vieilliras. Quand on est jeune, on pense savoir ce pourquoi on est fait, etc. Et donc on prend une direction, et cette direction est en fait sinusoïdale et va nous amener quelque part où on ne pense pas aller quand on démarre. Voilà. Et donc, il me tarde de te revoir dans 30 ans pour savoir où est-ce que tu auras mené ton chemin. Tu vois. Eh ben, écoute, moi ouais, je me retrouve j'espère. à raconter des histoires. C'est bien beau d'improviser, mais... Mais au final, en fait, et j'ai improvisé, mais en fait, on a fait toute la partie, Ah ben, toute tu la vois. première partie, on l'a Tu faite. vois, si tu veux, je pose les questions et toi tu réponds. On peut Je faire crois comme que ça passionnerait beaucoup plus nos téléspectateurs, tu sais. Parce que de savoir qui tu es, ce que tu fais, ce que tu vas faire. Parce qu'ils sont plus intéressés par les jeunes que par les vieux. Tu crois? Ah, mais oui, j'espère, bon sang. T'es quand même- Intéressez-vous aux jeunes, pas aux vieux, bon sang. Le monde a besoin de jeunesse, pas de vieillesse. Tu es quand même beaucoup plus ancré sur le territoire que je ne le suis. Hein. Oui, C'est vrai, ça. Mais peut-être que je l'étais moins à ton âge que tu l'es. Donc tu as Ça. tout ton temps, voilà. Par ton parcours, on l'a dit, à quel moment, précisément, tu t'es dit, ok, je veux devenir conteur, c'est maintenant. Ça s'est pas fait comme ça, tu vois. Ça a été plus un moment où j'ai fini par me dire, bon, d'accord, je vais faire conteur. Mais c'est vraiment parce que j'ai pas le choix. Voilà. En fait... Pourquoi t'as pas le choix? Tu sais, moi j'étais dans une famille où on est ou magistrat ou pasteur de l'église réformée. Au pire, prof de fac, tu vois. C'était à peu près ça. Et si tu as vraiment tout raté, tu fais fonctionnaire à la caisse des dépôts et consignations, tu vois, quelque chose dans ce goût-là. Et moi, je suis devenu accompagnateur en montagne. Ouais. Un truc complètement à part. Marginal un peu. Marginal. Un coup t'as du boulot, un coup tu n'en as pas. S'il pleut, t'as pas de boulot. Enfin, tu vois, ce genre de truc comme ça. Donc j'angoissais quand même, je crois, un peu mes parents. Même s'ils aimaient beaucoup la montagne, l'accompagnateur, c'était angoissant pour eux. Alors, leur dire... Bon, en plus d'être accompagnateur, ou à la place d'être accompagnateur, je vais être conteur, saltimbanque, tu vois, non, c'était trop. Voilà, je crois qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui avait du mal à assumer ça. Donc j'ai essayé pendant des années de ne pas être conteur. J'ai lutté. J'ai monté un bureau d'études pour essayer d'avoir un vrai boulot. J'ai quand même continué mes études au cas où, pour effectivement finir prof. Et à chaque fois, la vie m'a repris par l'oreille et m'a dit « Non, tu es fait pour être conteur, va raconter des histoires. » Voilà. Et donc, on peut dire que j'ai lâché prise. Comment on gagne sa vie en tant que conteur? Quel statut on a quand on est conteur? Ouais, je suis salarié. C'est-à-dire que chaque fois que je travaille, je suis intermittent du spectacle. L'intermittent du spectacle, c'est un gars qui est payé, qui est salarié, quand il va travailler. C'est-à-dire donc quand il propose un spectacle. Le reste du temps, il touche une indemnité, un peu comme un intérimaire en quelque sorte. Il touche une indemnité pour avoir du temps pour préparer
ce qu'il doit faire sur scène. Donc faire ses répétitions, son écriture, etc. Et voilà. En fait, pour clarifier un petit peu l'intermittence du spectacle, pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet et comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que c'est une question assez récurrente, c'est Oui, méconnu du grand vrai, public. c'est Pour vrai. clarifier ça, l'intermittent du spectacle doit faire, si je ne m'abuse, 507 heures, je crois, par an, ce qui correspond à une trentaine de cachets par 43. an. Combien 43. 43 cachets par an. Ouais. C'est-à-dire, et en plus, ça, c'est bizarre. Alors, on vous explique. C'est-à-dire que dans chaque cachet, et chaque soirée, chaque spectacle, en fait, donc ça n'a rien à voir avec l'aspirine, hein, chaque spectacle est comptabilisé 12 heures. Ouais. Alors qu'on ne fait pas 12 heures sur scène. Non. Mais on Mais part entre de les l'idée, déplacements, voilà, les ceci, les déplacements, cela. machin, voilà, mise en scène, etc. Bon, Donc on doit dire 507 heures, je crois, ou 17 heures, je ne sais plus 43 exactement. spectacles. 43 spectacles. Voilà. Et donc si on fait ça dans l'année, Oui. ça vous permet, Oui. l'année qui suit, d'avoir un fixe par mois. Oui. Exactement, c'est ça. Hein. Mais attention, si on a le fixe par mois l'année qui suit, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Parce que l'année suivante encore, eh bien, on n'aura plus rien. Voilà. Donc en fait, le but, c'est que tous les ans, il faut faire son nombre de cachets pour avoir son fixe l'année qui suit. Exactement. Je ne sais pas si j'étais bien clair. Oui. Voilà. Si on veut être encore plus simple, c'est un travail d'intérimaire en fait. C'est le même principe que les intérimaires qui doivent faire un certain nombre d'heures de travail pour pouvoir toucher le chômage. C'est ça en fait, et on touche des indemnités chômage quand on ne travaille pas. Et, sauf que c'est, en termes de calcul d'heures, plus confortable qu'un intérimaire. Bien sûr. Voilà. Donc ça c'est le statut. C'est bien payé. Ça dépend qui. On est dans le spectacle. Donc si tu as, c'est l'offre et la demande. Si tu as beaucoup de gens qui te demandent de venir faire des spectacles, tu augmentes tes tarifs et c'est mécanique. Et donc dans ce cas-là, tu peux être correctement payé. Faut pas rêver non plus, ça reste du compte. C'est-à-dire que... on ne parle pas de mathématiques non plus. On ne parle pas de mathématiques, mais ouais. Ouais, je vais placer, on ne fait pas de la comptabilité, voilà. Oui, parfois ça m'arrive. C'est des blagues que tu dois avoir au quotidien. Oh là là, oui. Tu vois, elle me passe au-dessus. C'est quand même pas les tarifs du cinéma ou du rock'n'roll. Voilà. Une prestation de conteur va être facturée pour les moins chers, on en trouve à 300-400 euros. Ah, quand même. Ouais. Ah oui, non, Après, on va disséquer. Vas-y. 300-400 euros, c'est ce qu'on facture à l'association, au comité des fêtes, au théâtre, si tu veux, voilà. 300-400 euros, jusqu'à, je crois que les mieux payés d'entre nous doivent demander 2000 ou 3000 euros. Mais pour une prestation. Pour une Donc prestation. on parle de 1 heure ou 2. Voilà. Et c'est extrêmement bien payé. Voilà. Excuse-moi. Alors ensuite, si tu prends par exemple un tarif médian, 500 euros, d'accord ? Beaucoup de compteurs sont dans ces eaux-là, 500 euros. Comme c'est un salariat, la moitié de ce chiffre-là part en cotisation. Ah oui, d'accord, mais tu parles pas du cachet là. Donc le cachet... Il faut justement bien faire attention à ça. Le cachet, c'est ça. Oui, c'est 500 euros. Voilà. Mais ce que va toucher l'artiste, c'est 250. Donc, il y a 250, mais généralement, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui t'embauche. Donc, qui fasse le contrat, la déclaration, etc. Et donc, dans ce cas-là, il prend environ 10%, 10 à 20%. Plus près des 20 que des 10 d'ailleurs. Donc, entre 50 et 100 euros de plus. Donc, sur les 250, il n'en reste plus que 150. Voilà. D'accord. Donc, un artiste qui facture 500 euros touche 150. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes une grande communauté en France ? Non, on n'est pas des masses, ouais. C'est difficile à chiffrer. Ouais. Alors, en fait, des conteurs qui ne font que ça, qui gagnent leur vie avec ça, je ne me rends pas compte. Peut-être qu'on est 200, 300, peut-être plus. Et en Ariège, vous êtes combien ? T'es tout seul ? Non, pas tout à fait. Non, que mes collègues me pardonnent. Il faudrait que je fasse un peu le point, mais peut-être 2. Ah ouais ? Ouais. Mais tu penses que c'est une profession vieillissante ou qui est vouée à mourir ? Ah non, c'est une profession qui est en plein regain. Parce que moi, quand j'ai commencé, des conteurs en France, il y en avait 30, c'était le maximum. Ah oui. Ouais. Le conte tel qu'on l'entend, c'est-à-dire le gars qui raconte des histoires, un peu tout seul dans son coin,
ça avait disparu cette affaire. Le théâtre était passé par là, le ciné, le machin. Parce que c'est un peu le plus vieux métier du monde. Oui, J'imagine qu'au complètement. Moyen-Âge, Oui. ils devaient raconter des histoires. Bien sûr, tout le temps. Dès que la parole, la parole est arrivée, le conte est arrivé aussi, forcément. Donc c'est effectivement l'activité la plus vieille de notre humanité, mais elle a eu tendance à disparaître. Oui, par les On se médias définit comme d'aujourd'hui, tel. j'imagine, Voilà. la télévision, tout ça, le conte a disparu, Voilà. que ce soit la radio qui est oui. arrivée. Après, il faut être honnête, le conte n'a jamais cessé. Mais ce qui se passe depuis 30 ou 40 ans, c'est un renouveau du conte en termes d'art du spectacle. Ouais. C'est-à-dire que clairement, on se définit comme tel, on se vend comme tel, on propose un spectacle comme tel, etc. Mais enfin, on en est arrivé à ce qui est des festivals de contes dans tous les départements de France. Donc c'est pas rien. J'en profite pour rebondir sur ça. Tu es à l'origine du Festival des contes de Saurat. Oh, à l'origine, je vais te raconter ça. Je suis à Saurat, donc c'est mon patelin. J'ai des potes qui ont fait des nouillades parce que Des nouillades. Oui, des nouillades. Des nouillades, qu'est-ce que c'est des nouillades? C'est des parties de nouilles. C'est le repas que tu te fais quand t'as pas une thune, voilà. Donc des nouillades, Ben très oui, bien. voilà. Et dans une nouillade, je leur dis oh, ça fait chier, on me prend, moi le conteur, dans aucun festival. Parce qu'à l'époque, je tournais dans les foyers ruraux de l'Ariège, dans les campings, dans les machins, voilà. Et ils me disent, parce qu'ils sont fous, ah ben c'est pas un problème, on va en créer un festival. Au bout de combien de bouteilles de vin? Ouais, ça j'ai pas compté, ça a dû jouer quand même. Ça a dû jouer. Et alors il crée, moi je crée pas dans l'affaire, je suis embarqué dans la folie, quoi. Et il crée le festival de Saurat, la nuit des contes d'abord, et puis le festival de Saurat qui en est à sa 25e année, je crois, enfin voilà, qui est une pure merveille, dans lequel je participe dans le sens où depuis la première année, je n'ai jamais loupé une seule édition, je suis un peu la patte de lapin du festival. Il est une rumeur à Saurat qui est que si je n'ouvre pas le festival par un spectacle, le festival se plante. Je t'assure que c'est pas vrai. Ça a pu être vérifié? Ouais, c'est-à-dire une fois sur les 25 ans, j'ai dit je viens pas pour que ça soit ouvert, pour qu'on arrête avec qu'on dépoussière le truc, etc. Et il a dû pleuvoir, quoi. Tu vois, enfin bref, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché, pas parce que c'était pas moi, parce que ça n'a pas marché, parce qu'il y a un match de foot, ou j'en sais rien, voilà. Et donc du coup, c'est resté que non, si tu es pas là, c'est la cata, ça va se planter. Alors je viens, voilà. C'est à quelle date qu'on peut retrouver dans le festival? Cette année, ça sera le 18 et 19 juillet. Et c'est moi qui fais l'ouverture. C'est vrai? Bah oui, il fait l'ouverture parce que sinon ça se plante, voilà. Du coup, on vous invite le 18 et 18-19 juillet. Ouais. 18 et 19 juillet, donc à Saurat. Et alors il faut réserver sa place parce que la salle de Saurat n'est pas immense, c'est 250 places, quoi. D'accord. Et chaque année c'est plein. Donc voilà, faites gaffe à ça parce qu'à chaque fois il y a des déçus. Et des émeutes, et machin, des trucs, et des morts, donc voilà, Ouais. donc faites gaffe. Du coup, maintenant, oui, ça marche bien. Ça marche bien, ouais. C'est un festival qui est joyeux, qui est heureux, avec une nouvelle équipe d'ailleurs qui a repris la direction, donc c'est très sympa. Ouais. Aujourd'hui, comment tu définirais ta notoriété en Ariège? Attends, je vais t'aider. Ouais, c'est... Oui, non, je suis présent hein, dans les médias. Je fais quoi? Je fais une télé tous les 2 mois. Mais comment dire? Avoir une notoriété en Ariège n'est pas une chose lourde à porter. Parce que les gens font pas chier avec ça. Voilà. Il y a toujours une personne chaque jour quand je descends en ville qui me dit merci ou qui me fait un sourire ou qui me dit une connerie sur le C15 ou voilà, un de mes grands succès. Aujourd'hui, tu apparais en couverture donc du magazine du département, d'Ariège, la nouvelle édition qui est sortie ce mois-ci. Oui. Qu'est-ce que ça te fait d'être en couverture? Ça me fait le même effet que la télé, ça me fait le même effet que les journaux. On me croit ou on me croit pas, ça me fait rien. Ça me fait rien. J'ai des souvenirs des premières fois où j'ai eu des articles de journaux, 20, 25 ans, ça m'a beaucoup touché. J'ai été ému, je me dis, il se passe quelque chose, etc.
Et je me souviens qu'un des tout premiers reportages télé, France 3 Région qui vient, bon voilà, il y avait un vieux cadreur, tu vois, la clope au bec, machin, qui en a vu, quoi, qui me dit, c'est bien, hein, c'est bien de passer à la télé, j'ai oui, c'est ça. Et il me dit, bon, alors, je t'explique comment ça marche. On choisit les sujets télé en regardant la télé. Parce qu'on n'a pas le temps. Quand on est réalisateur, les réalisateurs n'ont pas le temps de chercher des nouveaux sujets, des machins, des trucs. Donc ils regardent la télé pour trouver des sujets. D'accord. Voilà. Donc une fois qu'on est passé une première fois à la télé, on y passe. Ah oui, d'accord. Régulièrement. Voilà. C'est pareil pour les journaux. On passe régulièrement dans les journaux parce que la notoriété appelle la notoriété. Et puis, m'a-t-il dit, en tirant sur sa clope et en l'écrasant nonchalamment du bout du pied, il m'a dit, et un jour, ça va s'arrêter. Et tu ne sauras pas pourquoi. Et ce jour-là, surtout, ne prends pas ça pour toi. Voilà. Et ça a été le meilleur conseil que j'ai pu recevoir, parce qu'il y a des moments dans la notoriété, c'est très fluctuant. Il y a des moments où tout le monde parle de toi et là t'es là et on t'appelle toutes les semaines. Tu te dis, mon Dieu, mais où vais-je m'arrêter et 15 jours après, ben, ça y est, tu t'arrêtes. Ta prochaine date, la prochaine, elle est quand? Mais là, je passe à la fin du mois au fabuleux petit théâtre de la Poste qui est à Foix. Je crois que c'est le 27-28 juin, un truc comme ça. Et je vais y raconter... qu'est-ce que j'y raconte? Je crois que j'y raconte les histoires sur l'ours, justement. Je me suis mis à regrouper des histoires que j'avais sur les ours, comme ça. C'est un sujet qui me... Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler ou pas, mais non, voilà, j'ai le temps que je... Je t'en prie, fais l'interview oui, tout seul. Oui, voilà, c'est un peu ça. Non, mais parce que c'est un sujet tellement incendiaire dans notre département. Ah, l'ours, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, on en a parlé, oui, avec Philippe Lacube, hein, la vidéo, je vous la mets là-haut, et également avec Louane, Miss France Agricole, on parle de l'ours. C'est un sujet vraiment important sur le département. Oui, important, inflammable, complexe, machin, bidule. Et alors, il y a un truc, moi, qui m'insupporte, c'est qu'on doit être pour ou contre. Si on n'est pas pour ou contre, de toute façon, quand on n'est pas contre, on est soupçonné d'être pour. Oui. Et inversement, enfin, c'est insupportable. On s'est payé un luxe d'une affaire Dreyfus dans ce département, affaire pour laquelle on n'avait pas les moyens. On n'est pas beaucoup de jeunes, on n'est pas beaucoup d'actifs, et on trouve le moyen de s'engueuler comme du poisson pourri autour de ce sujet-là. Donc ça, moi, ça me saoule un peu. Donc pendant longtemps, j'ai pas voulu en parler. Voilà. Mais comme j'ai sorti ce bouquin, qui est pas une prise de parti, ni pour ni contre, pas du tout. Moi, je fais du contre. Dans la tradition orale, l'ours, il faut que vous compreniez ça c'est important. Dans la tradition orale pyrénéenne, l'ours, c'est l'ancêtre, c'est le vieux père. C'est fou ça quand même. Donc ça veut dire que quand on souhaite la fin de l'ours, quand on souhaite la mort de l'ours, on souhaite la fin de notre propre vieux père sauvage, de notre part de sauvage. Donc c'est très important, c'est-à-dire qu'on fait son Oedipe quand on veut la mort de l'ours. Et là encore, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je dis il faut le comprendre. Quand on est pour ou contre, il faut comprendre ce que l'on porte avec. Voilà, c'est ce ça symbole. Ouais, c'est vachement important. Donc je raconte ça, moi. Tu racontes dans des histoires sur l'ours, et donc tu as sorti un livre, on le remontre, hein. Ouais. La dernière danse de l'ours. Est-ce que tu peux nous faire le synopsis en 30 secondes chrono? Oui, parce que j'ai même pas besoin des 30 secondes. Un ours qui fout le bordel dans une vallée et on veut le tuer. Et donc le gouvernement, qui veut pas d'emmerde, envoie un garde qui doit repérer où est l'ours pour qu'on l'exfiltre. Voilà. Sauf que le garde, c'est une garde, c'est une femme. Et ça va peser lourd dans le roman parce que nos gars sont plus à l'aise avec des chevreuils qu'avec des femmes, voilà, dans les cafés de village. Et donc ça va entraîner l'histoire sur une pente
Un peu glissante. un peu glissante, imprévue, voilà, et vers un autre personnage dont je ne dirai rien ici, mais qui, elle, porte un secret important sur cet ours. D'accord. Et on peut retrouver donc ce livre où? Partout, dans toutes les librairies dignes de ce nom, puisque la distribution est très bien faite, et c'est les éditions de Boré. Ouais, l'édition de Boré, on peut le retrouver à la FNAC notamment? Oh, ben, bien sûr, mais avant d'aller à la FNAC, je sais que nos auditeurs iront dans les petites librairies de l'Ariège, qui sont encore présentes, qui tiennent bon, qui font un travail merveilleux. Je pense à Mazères, à l'exceptionnelle librairie Mazette, voilà, à Foix, partout. Enfin, j'ai fait des signatures dans à peu près toutes les librairies de l'Ariège, donc il est bien présent, il est bien en place. Et je crois qu'il se vend bien. Il va sortir en livre de poche, ce qui est plutôt bon signe pour un livre. Oui. Aujourd'hui, on gagne de l'argent en faisant des livres. Comment fonctionne la monétisation de l'édition d'un livre? Non, on ne gagne pas d'argent. Là, il faut être très clair là-dessus. On ne gagne pas d'argent. Gagnent de l'argent dans la littérature les gens qui ne font pas de littérature. Waouh, alors il faut m'expliquer. Voilà. Alors en fait, les livres qui se vendent, j'allais dire à millions, mais enfin à dizaines de milliers, voire centaines de milliers, sont, dans leur immense majorité, des livres qui n'ont rien à voir avec la littérature, qui sont des livres écrits ou par des gens célèbres, qui racontent leur vie, ou qui racontent leur drame, ou j'en sais rien, voilà. Concrètement, c'est quoi la production d'un livre? Voilà. Alors, parlons-en comme on a parlé des intermittents tout à l'heure, parce que comme ça on tord le cou à des pensées fausses. Un bouquin va se vendre à peu près 20 € sur 16,50 pour celui-là. Voilà. Bon, c'est pas cher. Et sur un bouquin à 16,50, un éditeur, quand il le fait imprimer, entre les coûts de fabrication et les coûts de commercialisation, mise à disposition, distribution, dossier, etc., machin bidule, il en claque à peu près la moitié. Donc ça lui coûte, là, sur ce bouquin-là, 8 ou 9 €. D'accord. Ensuite, il le met à disposition d'une librairie qui va prendre évidemment un pourcentage, une marge là-dessus, qui est une marge d'à peu près 30%. Donc vous faites le calcul, vous êtes meilleur que moi, mais enfin ça fait quelques euros, pas énorme. Hein. C'est pour ça que les petites librairies, il ne faut pas les laisser tomber parce que sinon elles sont mortes. Et par pitié, achetez pas sur Amazon, nom d'un chien, il y a des librairies pour ça. Et donc sur un bouquin comme celui-là, un auteur touche 6%. 6%. Ouais, donc je sais pas, ça doit faire 1 €, quoi, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Alors un livre qui se vend bien, qui a réussi sa carrière, il s'est vendu à 1000 exemplaires. Voilà. C'est pas énorme, 1000 non plus. Non, c'est très peu. Mais parce que ça a une durée de vie courte, un livre, en fait, curieusement. Ça dure, c'est-à-dire ça pourrit pas un livre. Mais il est chassé par les autres. Et donc, quand il arrive sur les tables des librairies, il a la vitrine pendant un mois, un petit mois, quoi. Et après, c'est quoi le livre qui a le plus marché? De qui, de moi? Oui, de toi, ouais, ton livre. Le plus marché. On a un bouquin qu'on avait fait aux éditions du Refuge, édition ariégeois d'ailleurs, il s'appelait L'Ariège vue du ciel. T'en as vendu combien d'exemplaires hein? Je sais pas. Je sais pas. Non, j'en sais rien. Je crois 3000, quelque chose comme ça. Il faudrait demander à l'éditeur, j'en sais fiche rien. Et c'est quoi les paliers de fabrication d'un livre? Je m'explique. Bon, mais tu as envie d'écrire un livre, comment ça se passe? Si vraiment, là, il y a un auditeur qui souhaite écrire un livre, mais il ne sait pas du tout comment ça fonctionne pour pouvoir le commercialiser derrière. Il faut déjà qu'il l'écrive, effectivement, et ensuite, il faut qu'il trouve l'éditeur. Et comment on trouve un éditeur? Alors voilà, on lui envoie le manuscrit. On envoie le manuscrit à l'éditeur en lui disant « Est-ce que ça vous dirait de prendre un risque financier pour… » Parce que c'est ça la vérité. Parce que c'est lui qui va financer. Eh ouais, c'est l'éditeur qui finance. Donc c'est dans l'édition normale, il y a deux façons d'éditer, mais prenons déjà celle-là. C'est l'éditeur qui doit prendre le risque. Donc il faut que l'éditeur il flaire dans le bouquin s'il va pouvoir le vendre ou pas. Voilà. C'est pour ça qu'on a tant de livres qui sont écrits par des gens qui ne sont pas des écrivains, mais des gens célèbres. Parce qu'on achète le bouquin parce qu'on connaît la personne. Ce qui est vrai pour moi aussi. Il y a plein de gens qui achètent mes bouquins parce qu'ils me connaissent du compte. C'est plus facile, forcément. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de faire. Alors j'aime autant vous dire que quand on fait ça, il faut s'armer
laisser son ego de côté et s'attendre à beaucoup de réponses négatives. Ce bouquin-là, je l'ai envoyé à une quinzaine d'éditeurs parisiens. Je crois que 4 ou 5 m'ont répondu. Non, évidemment. Et les autres ne m'ont même pas répondu. C'est un peu comme les offres d'emploi, hein, c'est cette violence-là. Après, il y a une deuxième possibilité d'éditer, c'est l'auto-édition ou passer par un éditeur, mais en payant son édition, c'est-à-dire en prenant soi-même le risque financier. S'il y a des gens qui se sentent des génies incompris, ils peuvent faire ça. C'est-à-dire, ils écrivent leur bouquin et ils financent l'édition. Ça coûte combien à peu près de financer une édition ? Ah ben, faites le calcul, c'est-à-dire qu'un bouquin comme celui-là doit coûter en fabrication pure... 8 €, je crois, c'est ce que tu avais dit, non ? Ouais, alors il y a eu 2 € de fabrication, plus la relecture, plus la mise en page, plus ce machin, plus ce truc, etc. Mettons 8 €. Donc si vous le faites à 1000 exemplaires, 8000. Voilà. Il faut les sortir quand même. Oui, bien sûr. Il faut les sortir. Bien sûr. Et donc après, il faut en vendre 500 pour retomber sur ses pieds et commencer à gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que gagner de l'argent avec la littérature, ça n'a pas dû arriver depuis bien longtemps quand même. Voilà. Ouais, c'est pas évident quoi. Non. Là aussi, c'est un fantasme. C'est un peu comme le spectacle où on imagine... Souvent, en fait, moi je dis ça, c'est-à-dire, quand je dis aux gens, il a été édité à 3000 exemplaires et il coûte 16,50 €. Il y a des gens qui font le calcul. 16 € fois 3000. Ils me disent, waouh, t'es riche. Non. Non. Ouais, bien sûr. Voilà, évidemment pas, ouais. Toute ta vie, tu as travaillé avec passion, tu t'es amusé, tu l'as dit. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite vivre de passion et vivre d'amusement ? Bah, ça, c'est-à-dire faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. La vie est courte. Moi, je le sais maintenant que j'ai 60 ans, mais il faut absolument ne viser que ça, que le plaisir. Tout le reste, c'est de la connerie. La sécurité, c'est fou. Moi, j'ai croisé tellement de gens dans ma vie qui ont tout sacrifié, par exemple, pour la sécurité. La leur. Pas, si c'est celle des enfants ou autre, je dis pas, mais pour la leur. J'avais des collègues à la fac qui, à 20 ans, se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient avoir comme plan épargne retraite. À 20 ans, dans un chien. À 20 ans, quand on est là pour changer le monde, quand on est là pour connaître les femmes, quand on est là pour vivre, c'est pas là où on calcule sa retraite, c'est pas possible ça. Voilà. Donc faites-vous plaisir, voilà. Sans retenue, jouissez sans entrave, disait l'autre, voilà. Je crois que c'est fondamental. Si on fait ce que l'on aime, on le fait bien. Tu sais ça, on le fait bien. Ce qu'on fait mal, c'est les choses qui nous emmerdent. Donc faites ce que vous aimez et la vie s'articulera autour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour finir, est-ce qu'aujourd'hui il y a une histoire que tu n'as pas encore contée mais que tu as gardée au plus profond de toi ? Je pense que oui. Mais je ne suis pas sûr de la connaître. Voilà. C'est-à-dire que, tu vois, quand une histoire te vient, parce qu'elle nous vient, parce que la vie nous la porte, parce qu'on la lit quelque part, on l'entend, on la croise, bon voilà. Elle nous passe au travers, l'histoire. Et elle cherche en nous, comme un être vivant le ferait, quoi. Elle cherche en nous ce que l'on porte, ce que l'on transporte, ce qu'on a vécu d'important, etc. Et elle trouve à l'intérieur de nous la capacité à s'épanouir ou pas. L'histoire fait une psychanalyse. Voilà. Moi, je ne la fais pas, mais l'histoire la fait. Et à ce moment-là, elle sort riche de tout ce qu'elle a trouvé à l'intérieur, et à ce moment-là, elle devient très belle. Donc je pense qu'il y a encore des histoires qui vont passer au travers et qui vont trouver des scories, des choses que moi, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas fait de psychanalyse, parce que je n'ai pas envie d'en faire, parce que je préfère découvrir les choses à travers mes histoires, parce que je n'ai pas envie de m'emmerder, voilà. Et donc je pense qu'il y a encore une et même plusieurs belles histoires qui vont venir. Il en vient chaque année. Pas beaucoup, mais il en vient.
Donc il en viendra d'autres, c'est sûr. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer. De continuer? Ah ouais, complètement. Clairement, je suis un homme heureux. Je ne demande rien de plus que de continuer ce que je suis en train de vivre. Voilà. Bah écoute, merci. Avec plaisir. On rappelle, hein, n'hésitez pas, donc la dernière danse de l'ours, Ouais. hein, disponible partout, Oui. notamment dans les petites librairies. Merci. Hein, notamment. Et puis n'hésitez pas à aller voir Olivier de Robert donc, sur les réseaux sociaux. On peut le retrouver sur son site internet, sur Facebook. Oui. Quoi d'autre? Sur YouTube aussi. Sur YouTube. J'ai une chaîne avec 400 vidéos du temps où je faisais des chroniques hebdomadaires. Ouais. Voilà. Notamment. Et puis, merci à vous donc d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à poser donc une petite question à Olivier. Ben oui. À liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne YouTube, à nous suivre sur tous les réseaux. Et puis, on se donne rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.